Bienvenue à cette table ronde. On va parler d'un sujet qui est assez vaste. Je pense que les interlocuteurs partagent le point de vue. 45 minutes pour sécuriser l'ensemble de la chaîne industrielle, c'est extrêmement ambitieux. Donc, dans les discussions, dans la préparation de cette table ronde, on a fait le choix d'aller aborder 3 ou 4 problématiques qui nous semblaient clés sur ce sujet, de partager un peu les difficultés et aussi peut-être quelques clés de succès, quelques recettes de sécurisation de la chaîne industrielle. Donc pour échanger aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir 2 invités, M. Mancio de Sanofi et M. Dougou de Fortinet. Je vais peut-être vous laisser vous présenter en 2-3 minutes chacun. Ok, bonjour à toutes et à tous. Donc moi Thierry Mancio, je suis en charge de la cybersécurité sur le périmètre affaires industrielles chez Sanofi. Voilà, le périmètre affaires industrielles, c'est toutes les usines de fabrication de nos médicaments partout dans le monde, et puis tout ce qui est centre de distribution, toute la partie supply chain. Ça représente environ une centaine de sites industriels, avec une particularité qu'on retrouve chez Sanofi. Sanofi s'est créé et s'est construit depuis des décennies avec des rachats de sociétés, des fusions avec d'autres labos. Et donc une très très grande hétérogénéité sur nos sites industriels, qui est une des problématiques qu'on a besoin d'adresser. Voilà, donc on pourra détailler un petit peu plus par la suite. Mais en tout cas, c'est un domaine que j'ai découvert il y a 4 ans et demi quand j'ai rejoint Sanofi. Donc très très passionnant et intéressant. Bonjour à tous, je m'appelle Boris Dougou, je suis ingénieur système chez Fortinet. J'ai en charge toute la partie OT et Critical Infrastructure dans le sens technique des choses. Donc je m'occupe des réponses à apporter à notre clientèle en termes de sécurisation des infrastructures industrielles grâce à nos équipements. Voilà. Et je suis suisse. Très bien, je vous remercie. Et pour ma part, je m'appelle Arnaud Soulier, je suis manager chez Wavestone et j'interviens sur des audits de sécurité et des tests d'intrusion sur un périmètre industriel depuis maintenant 7-8 ans. Donc je vais essayer de me forcer à ne pas être pessimiste, parce que souvent le métier d'auditeur, c'est de dire ce qui ne va pas. Donc je vais essayer aussi d'avoir une vision un peu plus optimiste aujourd'hui. Très bien, eh bien, démarrons peut-être avec le premier thème que mes interlocuteurs avaient à cœur d'évoquer. Un projet de sécurisation d'un SI industriel, ça nécessite souvent un premier élément qui est de connaître son SI industriel. Alors ça paraît évidemment trivial, et je pense que n'importe quel industriel répondrait oui à la question connaissez-vous votre SI industriel. Effectivement, un industriel, un asset owner va connaître son procédé industriel, mais du point de vue de la cybersécurité, les choses sont parfois un peu plus compliquées lorsqu'on essaie d'obtenir du détail sur quelle machine, quel protocole, quelles adresses IP. Est-ce que c'est des éléments que vous partagez? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez, soit chez vos clients, soit peut-être dans certaines de vos usines, sur cette connaissance du SI industriel? Oui, alors bon, bien évidemment, il y a plusieurs aspects à cela. Il est clair qu'en nouvelles installations, chez des clients qui décident de faire de la mise en œuvre et du déploiement industriel sur des nouvelles installations, c'est plus simple d'avoir ceci sous gestion et de savoir exactement quel type de machine va discuter quel type de protocole, vers quelle segmentation du réseau à déployer. Par contre, sur les environnements qui ont déjà été déployés et qui ont une historique, là c'est beaucoup plus difficile parce que historiquement il y a eu peu de segmentations qui ont été faites, peu probablement de reconnaissance des réels protocoles qui sont utilisés dans le cycle du process de contrôle, et peu de mise en place de politiques qui vont renforcer ces utilisations protocolaires, oui ou non. Donc du coup là c'est un petit peu plus difficile, oui effectivement. Donc voilà. Alors, chez Sanofi, moi, quand je suis arrivé, c'est une des premières choses que j'ai essayé que j'ai adressé, hein, c'est finalement sur le landscape que j'ai un peu rapidement décrit avec une centaine d'usines. Quand on veut déployer de la cyber sur une centaine d'usines, il faut un tout petit peu maîtriser le périmètre sur lequel on veut déployer la cybersécurité. Et bon, je pense que vous êtes tous dans la salle conscients que c'est très compliqué. Moi, je suis parti de rien. Les usines ont une partie de leur inventaire.
plus ou moins bien gérés, avec des outils plus ou moins hétérogènes. Donc l'idée, de toute façon, dès le début, ça a été de faire simple, entre guillemets, mais d'avoir au moins un inventaire qui ne sera jamais exhaustif, mais le plus proche de la réalité de ce qui est déployé et surtout ce qui est connecté sur l'ensemble des usines, et de pouvoir gérer le niveau de sécurité et donc derrière le déploiement de la cyber sur ce périmètre-là. Donc moi je suis parti de rien. J'ai construit cet inventaire sur l'ensemble des sites consolidés en centrale avec des choses toutes simples. C'est aussi un message que je veux faire passer, c'est que malgré la complexité, et il y a une vraie complexité sur ce périmètre-là, il faut arriver à trouver des solutions qui soient relativement simples, probablement imparfaites. Néanmoins, ça permet d'avancer. Et je peux vous dire qu'avoir consolidé sur une centaine de sites, donc c'est des dizaines de milliers d'équipements sur l'ensemble du périmètre dans une base unique, qui n'est pas une CMDB, c'est assez basique, mais au moins ça permet d'avoir des équipements et de pouvoir savoir ce qui a été déployé sur ces équipements, ce qui n'a pas été déployé, et donc derrière comment je gère le follow-up, entre guillemets, du déploiement. Donc ça a été la première base. Et alors il y a des outils qui permettent de le faire. Moi je vais être très transparent, je suis parti sur des listes SharePoint. Voilà. C'est tout. Ça paraît bête, mais on est parti là-dessus. Maintenant, après, on a construit une base de données, une application qui permet de mieux gérer ces environnements-là. C'est pas la cible. On a des outils qui sont des vrais CMDB. Mais si j'avais attendu que la CMDB soit mise en œuvre de manière transverse, globale chez Sanofi, j'y serais encore. Et aujourd'hui, on a des services, enfin, vous avez tous des outils divers et variés dans vos entreprises. Voilà, chez Sanofi, on utilise ServiceNow. ServiceNow n'est pas encore complètement déployé sur les sites industriels. Donc clairement, l'objectif n'est pas de remplacer une CMDB, mais d'avoir une première visibilité sur le périmètre qu'on adresse, et puis de pouvoir alimenter derrière les outils plus transverses, standards, type ServiceNow, pour qu'on pérennise la démarche et qu'on ait une approche qui soit structurée, mieux structurée dans le temps. Mais en tout cas, il faut démarrer. Si vous attendez d'avoir tous les outils parfaits qui vous permettent, et les process qui vous permettent de gérer correctement tout cet écosystème-là, vous allez attendre pendant des années et des années. Je pense qu'il faut y aller par étapes. Il y a d'autres outils sur vraiment la partie très très proche du shop floor qui permettent aussi d'alimenter les inventaires. Peut-être qu'on en parlera. On a de plus en plus de solutions dans le monde d'outils, de sondes, de détection qui permettent avant tout, enfin en partie, détection d'attaque, mais qui permettent aussi de détecter tous les devices qui sont connectés sur les environnements industriels, certains connus, certains pas connus du tout. Ça, c'est aussi une approche qui permet d'alimenter les référentiels avec ce type de solution. Et ce type d'outillage, effectivement, c'est assez intéressant. Je voulais qu'on en parle, puisque vous évoquez une démarche qui part plutôt de choses pragmatiques, de partir de ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est pas forcément simple à obtenir, puisque un SI industriel, effectivement, ça peut contenir des éléments qui sont plutôt gérés par l'informatique de gestion, bureautique, certains éléments qui vont être plutôt gérés par la maintenance, des éléments bas niveau, mais qui sont connectés, des variateurs de fréquence, des entrées-sorties déportées, des automates. Et donc, obtenir cette vision complète et globale sur son SI industriel, c'est un vrai enjeu. Et du coup, ma seconde question, on a commencé à y répondre, c'est on part de quoi? On part des inventaires existants, on fait un inventaire physique en allant sur les locaux pour vérifier, ou est-ce qu'on préfère utiliser effectivement une solution de cartographie qui existe? C'est d'ailleurs... je pense, un des seuls secteurs sur lequel il y a beaucoup de start-up sur la cybersécurité des SI industriels. Elles font quasiment tout ça depuis ces dernières années, c'est-à-dire produire des produits que vous branchez, qui analysent le trafic pour en déduire les composants. Est-ce que c'est des solutions que vous avez expérimentées ou pas du tout? Alors, c'est des solutions qu'on est en train de mettre en œuvre. Après, il n'y a pas de... Enfin, je vais rassurer tout le monde, il n'y a pas de solution magique. Donc, pour répondre à votre question, ce n'est pas une approche unique, c'est la complémentarité de toutes ces approches. On a besoin d'outils technologiques, on va dire, qui permettent quand même de faciliter le travail
de mieux automatiser et de pouvoir finalement éviter qu'on aille regarder sur chacune des prises ce qui est connecté. Néanmoins, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas magique. Et de toute façon, pour implémenter ces solutions, on a besoin de bien connaître l'environnement sur lequel on les implémente. Donc, quand on a travaillé de toute façon avec les sites, on avait le mandat pour demander à l'ensemble des acteurs sur les sites industriels, donc les équipes IT évidemment locales, mais surtout les équipes engineering, automation, de faire leur inventaire, de créer leur inventaire. Alors encore une fois, il y en a qui avaient des outils, qui avaient déjà des choses, qui n'étaient pas complètes, mais qui avaient des choses. Il y en a qui le géraient très bien. Hein. Bon, le problème, c'est que moi, je ne peux pas adresser une centaine de sites avec à chaque fois une façon différente de gérer son inventaire. Donc on l'a consolidé, mais ça a été une démarche globale sur laquelle on a eu le mandat pour dire à chacun des patrons de site on a besoin d'avoir la liste de vos équipements. Il y a des choses qu'on est capable de découvrir de manière relativement automatisée, hein, ce qui est plutôt géré de manière centralisée. On le voit avec des outils de type sonde OTI. Bon, on va avoir d'autres choses qui sont moins centralisées, donc sur lesquelles on a moins de visibilité. Toute cette automatisation et tous ces outils, il faut qu'on puisse en bénéficier, mais c'est, encore une fois, ça ne fait pas tout. Et derrière, il y a encore, de toute façon, quand même, l'humain et un travail à faire. Mais en tout cas, l'approche volontariste qui a consisté à dire, même si ce n'est pas exhaustif, c'est de votre responsabilité de nous fournir et de lister l'ensemble des équipements qui sont connectés sur votre réseau. C'est déjà quelque chose, un grand pas, ce qui a permis de bien avancer sur le périmètre cyber. Très bien. Donc effectivement, première étape, cette cartographie, cet inventaire, savoir de quoi est constitué son SI industriel pour pouvoir le sécuriser. Ce qui nous amène au deuxième point, une fois qu'on connaît son SI industriel, qu'on connaît ses composants, souvent on veut le cloisonner. C'est le deuxième enjeu. On veut le protéger des attaques extérieures, que ce soit d'Internet, que ce soit peut-être du réseau bureautique. Et dans ce cadre-là, on va vouloir séparer la partie industrielle peut-être de la partie bureautique. Historiquement, on a pu entendre des choses comme les équipements de sécurité traditionnels qu'on utilise en informatique de gestion, en informatique bureautique, ne sont pas compatibles avec les contraintes temps réel des SI industriels ou ne peuvent pas s'installer parce qu'il faut les mettre au plus proche des équipements dans des environnements humides, soumis à des vibrations, à des rayonnements électromagnétiques, comme ça peut être le cas sur les SI industriels. Donc ça, c'était une vision qu'on pouvait avoir avant, une réticence. Aujourd'hui, en 2020, j'ai quand même l'impression que des équipements compatibles avec ces contraintes spécifiques au SI industriel, on les a. Monsieur Dugout, est-ce que vous pouvez... Oui, effectivement, je pense qu'il y a eu une réelle évolution sur la supportabilité des 10 protocoles industriels. Donc on va avoir une vraie possibilité de contrôler ces flux. De toute manière, il y a une chose qui est importante à noter aussi, c'est que beaucoup de protocoles industriels vont utiliser des protocoles dits Ethernet de bas niveau, donc du layer 2 ou des choses du genre. Et là, c'est un petit peu plus difficile d'interagir avec ce type de protocole-là. Ça reste dans le domaine du possible, mais par contre, ça va engendrer un petit peu plus de complexité. Cependant, ce que je pense qui est relativement important dans ce que vous avez noté au niveau de la segmentation, c'est qu'on va monter une couche un tout petit peu supérieure au niveau du process de contrôle, mais à ce niveau-là, il faut réellement segmenter. Par contre, de notre côté, on indique tout le temps aux clients que la segmentation ne veut pas forcément dire du dropping de trafic, donc du blocage systématique de ce qu'on peut voir sur nos appareillages. Par contre, ne simplement déjà monitorer tout ce qui discute sur ces réseaux, entre ces segments, et avoir connaissance de ceci, et pouvoir se poser les réelles bonnes questions, de se dire, OK, est-ce que ce trafic-là émanant de ce segment allant vers ce segment est quelque chose de légitime? Est-ce qu'on le veut? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de notre process industriel? Oui, non. Ensuite, aux gens qui placent des décisions de décider si ces protocoles ont quelque chose à faire ici, oui ou non, et suite à quoi on peut renforcer justement cette segmentation dite dure. Je pense que c'est un élément extrêmement important de dire segmenter les réseaux, ça ne veut pas dire tout couper, ça ne veut pas dire les séparer complètement. Il faut reconnaître qu'un industriel a besoin d'échanger des données entre son SI bureautique et son SI industriel. Et du coup, tout l'enjeu du cloisonnement, c'est justement de n'autoriser que ce qui est nécessaire et utile et de pouvoir bloquer tous les autres flux, notamment ceux qui pourraient être utilisés par un attaquant.
Néanmoins, cette démarche, elle n'est évidemment pas simple, elle n'est pas automatique. Donc finalement, comment on fait pour identifier ces flux, pour mettre en place un modèle? Peut-être, Monsieur Mancio, vous avez peut-être un retour d'expérience sur de nombreuses usines différentes. Est-ce qu'on peut appliquer un modèle de cloisonnement réseau qui est semblable, ou est-ce que c'est un travail au cas par cas à faire sur chaque usine? Alors, le modèle, on peut le définir, il peut être très beau sur le papier, et quand on l'implémente, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a énormément de spécificités. Alors, moi, comme je le disais, j'ai découvert le monde industriel il y a à peu près 5 ans. Il n'y a pas grand-chose de standard. Ça progresse. Hein. Il y a beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là. Néanmoins, on ne peut pas dire que ce soit un monde qui soit particulièrement standardisé. Donc c'est, de mon point de vue, très compliqué à partir d'un modèle de pouvoir l'implémenter tel qu'on l'avait conçu, parce qu'il y a énormément de spécificités qui sont liées à chacun des systèmes industriels, chacun des sites, etc. Et on le rend compte, nous on a défini un modèle assez classique de ségrégation de réseau sur le modèle ISA 95. Voilà, on a des couches, super. Bon, on sait comment. On a défini des matrices de communication entre les différentes couches. Alors, savoir comment, et je rejoins ce que vous disiez, identifier clairement les typologies de flux entre les systèmes industriels qui communiquent de plus en plus entre eux et vis-à-vis de l'extérieur. Je peux vous dire que quand vous questionnez les acteurs locaux sur les sites, ils n'en savent rien, ou ils ont du mal. Et puis quand vous sollicitez les vendors, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, je suis désolé, ils ont du mal à savoir comment leur système interagit avec d'autres systèmes, déjà même à l'intérieur du propre système. C'est vraiment compliqué. Si ce n'est pas traité en amont dans les phases projet, et donc derrière, on implémente dans le modèle le système qu'on est en train de déployer. Si ce n'est pas fait en amont, c'est très compliqué. Nous, on a déployé ce modèle-là sur toutes nos usines, avec du legacy. Enfin, on est arrivé, il y avait des usines, n'étaient pas forcément à la cible, donc on a déployé un modèle. Et très honnêtement, et ce n'est pas une critique, hein, mais c'est compliqué d'identifier aujourd'hui quelles sont les typologies de flux, comment le système interagit, encore une fois, avec les autres systèmes. Donc je pense qu'on y va pareil, toujours step by step, avec maximum de pragmatisme, avec une première approche qui est au moins ce modèle-là, on l'a défini et on le décline sur les sites, avec énormément de spécificités qui prend beaucoup de temps. Et on est en train de retravailler ce modèle-là pour qu'il soit... parce qu'on avait imaginé des choses, hein, c'était même avant que j'arrive, mais donc il y a 5-6 ans. Et on aperçoit qu'aujourd'hui, on a besoin de faire évoluer le modèle pour qu'il soit plus simple et qu'il soit plus adapté à la spécificité du périmètre industriel. Donc voilà, on va peut-être en parler, mais il y a de plus en plus de besoins de communication entre les systèmes avec la digitalisation des usines. Donc forcément, ça amène plus de complexité. Et on ne peut pas dire, pour rebondir sur ce que vous disiez, on ne peut pas dire on va bloquer systématiquement tel et tel type de flux, parce que derrière, le résultat, c'est que souvent, on peut avoir des cas où l'usine contourne ça et se dit je vais installer mon propre modem 4G ou ma box pour pouvoir communiquer avec Internet. Donc voilà, donc c'est compliqué à mettre en œuvre. Sur le papier, c'est super. Dans l'implémentation, c'est très complexe. Voilà, on progresse. Déjà, au moins, le modèle est défini. Il faut le faire évoluer pour qu'il soit mieux adapté. Et derrière, prendre en compte les nouveaux usages qu'on a besoin d'adresser. Je crois qu'on est dans un salon où on parle beaucoup de nouveaux usages. Donc c'est illusoire de se dire on va ségréguer, bloquer tout ou bloquer une bonne partie, parce que derrière, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, je voulais rebondir sur ce que disait M. Mancio, et je pense que c'est absolument adéquat, dans le sens où il faut quand même rester conscient du fait que les humains vont de toute façon tenter de chercher le shortcut le plus rapide possible pour mener à bien une mission.
Donc souvent, on a constaté chez nos clients qu'il y avait des breakouts, donc des connexions intempestives vers Internet, qui étaient faites depuis leurs usines et qui n'étaient pas forcément sous contrôle de l'entreprise même, mais sous contrôle de l'ingénieur qui était en train de faire une mise à jour d'un firmware sur un PLC, un RTV, etc. Et ce type de connexions intempestives, entre guillemets, elles sont difficiles à gérer. Et du coup, on s'est aussi posé des questions dans le sens à se demander, OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour amener à nos clients des solutions qui leur mettent en main des mécanismes simples, d'utilisation réellement simples, pour que les ingénieurs qui doivent mener à bien une mission de patching ou aller sur site aient des possibilités facilitées de pouvoir faire leur travail le plus simplement possible. Donc voilà, c'est aussi des sujets qui sont, je pense, assez d'actualité. Oui, tout à fait. Je pense que c'est important comme on l'a évoqué, d'avoir une démarche pragmatique et de comprendre les besoins, de ne pas se dire il faut absolument séparer mon SI industriel, il est très sensible, je ne veux pas qu'il se fasse attaquer. Il faut comprendre qu'il y a des échanges qui sont nécessaires, que les gens doivent réaliser leur travail. On en parlait avant, l'ensemble des gens qu'on rencontre sur les sites industriels sont de bonne volonté et ont à cœur de bien réaliser leur travail. Et nous, sécurité, on doit leur mettre à disposition des solutions pour le faire sans mettre en danger le SI industriel, mais l'idée, ce n'est pas à nous de leur imposer des contraintes complémentaires qui vont effectivement souvent se solder par l'utilisation de clés USB pour transférer des fichiers si les accès réseau sont désactivés. Ça, je pense que c'est effectivement, ce serait un échec. Très bien. Sur le sujet du cloisonnement réseau, qui était la deuxième étape, après la connaissance, je pense qu'on a fait un peu le tour. Donc vraiment avoir cette démarche qui va petit à petit commencer à séparer, réduire les flux, savoir que de toute façon, dans quelques années, ça va évoluer avec, comme vous l'évoquiez, l'IoT, on y reviendra par la suite. Et ensuite, il y a un autre élément qu'on voulait évoquer, qui est un terme un peu spécifique, je pense, à ce qu'on fait en cybersécurité, qu'on appelle parfois le MCS, le maintien en conditions de sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le principe, c'est qu'un poste de travail ou un équipement, il est peut-être sécurisé à un instant T, mais si je n'y touche pas au bout de 10 ans, il est beaucoup moins sécurisé. Pourquoi ? Parce que la sécurité évolue, il y a des failles qui sont découvertes, et donc pour que le SI industriel ou tout équipement reste au même niveau de sécurité, ou en tout cas ne régresse pas, on doit faire certaines actions. Parmi ces actions, les plus courantes, c'est ce qu'on appelle le patching, l'installation de correctifs de sécurité. Sur vos ordinateurs personnels, vous en êtes sans doute conscient, c'est fait assez régulièrement et de manière automatique et plutôt forcée de nos jours. Sur un SI industriel, ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a des contraintes particulières. Premier élément, un poste de supervision d'un procédé industriel, on ne peut pas le redémarrer quand on veut. Pourquoi ? Parce que l'applicatif SCADA va s'arrêter et donc on va perdre la visibilité et le contrôle sur le procès industriel. Donc c'est évidemment impensable, d'où la difficulté. Alors sur ce sujet-là, je ne sais pas, Monsieur Dougou, qu'est-ce que vous constatez chez vos clients ? Est-ce que c'est des procédés qu'ils arrivent à mettre en place ou est-ce quelque chose qui peut-être n'est pas fait pour le moment ? Écoutez, les demandes sont relativement circonscrites dans le sens où nous, ce qu'on va pouvoir proposer à notre clientèle, c'est de faire une sorte de pare-feu en fonction des vulnérabilités connues des constructeurs ou des fabricants qui sont derrière nos équipements. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a en maîtrise et qu'on peut faire. Donc on peut lister des vulnérabilités qui sont connues de certains équipements qui sont en place chez une entreprise. Par contre, je pense qu'il est aussi important de noter un petit peu que me semble-t-il, mais c'est à titre tout à fait personnel que je dis ça, qu'il y a un petit peu une omerta dans le monde industriel quant au fait qu'il y a des vulnérabilités qui sont sorties sur certains types d'équipements du temps qu'une vulnérabilité est connue et qu'on n'a pas un proof of concept code qui pourrait nous permettre d'exploiter cette vulnérabilité. Il est quasi impensable que, peu importe le fabricant de sécurité informatique, on mette à disposition une solution palliant à cette vulnérabilité. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se connecter avec les fabricants directement et de rapatrier un maximum d'informations pour améliorer l'offre de nos sous-systèmes par rapport à ces vulnérabilités connues. D'accord. Voilà. Donc, si je comprends bien, l'idée est de dire, je comprends que mon client final industriel ne peut pas appliquer les correctifs parce qu'il a des contraintes opérationnelles, donc je vais fournir des solutions pour essayer le mieux possible, même si c'est sans doute pas à 100%, mais en tout cas bloquer les attaques. Donc il y a un travail à faire de votre côté pour fournir à votre client des signatures pour détecter ces attaques. Ouais. Parce que les constructeurs dans le domaine industriel sont peut-être un peu moins rapides actuellement
pour fournir des correctifs. Oui, il y a une question potentiellement de rapidité à fournir des correctifs. Il y a aussi un autre impact qui est le fait de patcher ces équipements, qui est lourd de conséquences pour les entreprises. Potentiellement, il y a une troisième action, c'est que pour certains clients, ça reste difficile à mettre en place. Maintenant, effectivement, nous, ce qu'on peut proposer, c'est des filtres qui vont être appelés virtual patching, où on va faire du virtual patching sur ces équipements à travers les flux réseau, donc protéger ces vulnérabilités connues. Ça, c'est du domaine du possible, absolument. Ouais. Et c'est beaucoup implémenté. Donc ça, c'est une approche effectivement technique qui permet de répondre aux problèmes. Est-ce que sur le côté, on va dire, plutôt organisationnel, Monsieur Manciot, vous avez peut-être des éléments à nous donner sur comment est-ce que je peux commencer à intégrer ces process de patch management, de patching de machines industrielles dans mes usines? Est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à faire accepter? Est-ce que c'est quelque chose qu'on arrive à faire peut-être sur des usines plus modernes, donc avec des systèmes qui permettent la redondance peut-être et qui sont plus tolérants au redémarrage? Alors c'est vrai que c'est un sujet majeur, hein, parce qu'on voit aujourd'hui que vous êtes tous au courant de toutes les attaques majeures qu'il y a eu depuis quelques mois ou quelques années. Aujourd'hui, on voit bien que si on n'a pas la capacité, alors malgré la ségrégation, hein, et d'ailleurs dans la partie ségrégation, j'ouvre juste une parenthèse, c'est compliqué ce que j'évoquais, hein, de dire bah, tiens, je vais bien identifier clairement comment mon système communique et je vais appliquer exactement ça et rien de plus. On voit bien que c'est relativement illusoire. Par contre, au moins, on peut s'assurer et faire en sorte que les protocoles vraiment dangereux, et on en connaît, hein, il y en a qui ont été largement fait l'objet de vulnérabilités et d'attaques, cela au moins soit correctement filtré, bloqué en entrée des usines. RDP, SMB V1, etc. Enfin, tous ces protocoles-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable, enfin, qu'on n'en a pas besoin de temps en temps, mais en tout cas, c'est là-dessus qu'il faut faire un effort particulier et en termes de blocage et de filtrage. Pour revenir sur la partie patch, donc c'est évidemment un enjeu qui est majeur. Moi, quand je suis arrivé, je visite beaucoup les usines, hein, un peu partout dans le monde. Chaque fois, on me dit oh là là, patcher un système, c'est compliqué. Surtout, donc nous, on a une problématique de qualification des systèmes. Et je pense que en fonction de vos domaines d'activité, vous avez aussi ces problématiques-là. En tout cas, dans le domaine pharmaceutique, c'est particulièrement prégnant. La qualité est très importante. Et donc, on m'a toujours dit, bah, si tu t'appliques un patch, c'est un change sur un système. Donc, qui dit change, dit on requalifie le système. Donc, vous imaginez bien que requalifier un système, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Et donc, résultat, on ne le fait pas parce qu'en plus, il n'y a pas d'enjeu business. On ne rajoute rien de particulier. Donc, on ne va surtout pas le faire. Donc, je caricature, hein, mais c'est souvent ce qui m'a été remonté. Voilà. Donc, l'approche, il y a plusieurs, quand on parle de patch, il y a évidemment plusieurs niveaux. On voit que les attaques aujourd'hui de type ransomware ou les attaques que vous connaissez, je ne parle pas des attaques ciblées, mais au moins les attaques massives, aujourd'hui, elles exploitent des vulnérabilités sur l'environnement Windows. On a beaucoup de systèmes industriels qui tournent sous Windows, donc la première des choses, c'était vraiment de mettre le paquet, le focus sur comment je patch mon OS, sachant que forcément, qui dit patcher l'OS, dit potentiellement des interdépendances avec la couche applicative qui est au-dessus. Donc c'est un sujet qu'on a adressé très tôt, qu'on continue à adresser pour vous dire que c'est pas simple. On l'a adressé déjà en se disant tous les systèmes, ils doivent avoir les patchs les plus critiques déployés. Donc c'est du WannaCry, c'est du Deja Blue, voilà, c'est ces patchs-là qu'on a ciblés, sur lesquels il y avait zéro exception. Il faut que tous les systèmes soient patchés, quels que soient les systèmes, voilà, y compris des systèmes vraiment industriels et obsolètes, hein, puisque pour le coup, Microsoft a quand même publié des patchs sur ces systèmes, sur les systèmes Windows XP 2003, hein, qui sont plus supportés depuis longtemps, mais qu'on a sur nos usines, je vous rassure, et je pense que c'est le cas chez beaucoup d'autres clients. Donc ça a été la première étape. C'est pas séquentiel, mais en tout cas, on a monitoré, hein, c'est-à-dire qu'on a vérifié
que l'ensemble des systèmes étaient patchés. Et puis on a, au-delà de ça, évidemment, c'est largement pas suffisant, mis en place toute une démarche, j'allais dire bout en bout, de manière à avoir un process de patch sur les usines qui soit le plus pérenne possible, le plus industriel possible, industrialisé possible. Il y a beaucoup d'étapes, il y a beaucoup d'éléments. Le premier, j'en ai parlé, c'est la qualité. Donc, quand on m'a dit ce que j'ai évoqué, c'est compliqué de patcher parce qu'il faut requalifier, moi j'ai été voir le patron de la qualité globale chez Sanofi et avec son leadership team, et puis je lui ai expliqué, on a expliqué ce que c'était qu'un patch sécurité sur l'operating system. Parce que finalement, on parle de patch, de change, mais il y a des changements qui sont impactants sur un système et il y a des changements qui le sont moins. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro impact, mais d'un point de vue réglementaire, vous appliquez un patch sécurité sur Windows, ça ne va pas impacter le caractère qu'on appelle GXP chez nous et ça ne va pas modifier le système et la façon dont le système fonctionne. Ça peut le perturber au sens, il y a des patchs, on l'a vécu, il y a des patchs notamment avec Deja Blue ou Bluekeep, écran bleu, parce que Microsoft n'a pas forcément toujours bien qualifié ces correctifs. Et puis des fois aussi, les systèmes sur lesquels on applique les correctifs n'avaient pas tous les prérequis en termes de patch, et ce qui fait qu'on applique un patch critique et bon, ça peut faire planter la machine. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas sans impact. Néanmoins, la première étape, c'était de dire vis-à-vis de la qualité, il n'y a pas d'impact réglementaire. Et dès que vous dites ça et que vous faites accepter ça, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent parce que, encore une fois, les exigences qualité sont très fortes chez nous. Donc, quand vous allez dire après au site, regardez, la qualité a donné son go, entre guillemets, enfin, en tout cas, a prouvé le fait qu'on a besoin de patcher et que l'impact en termes d'impact réglementaire, il est faible, on peut y aller. Donc, ça, c'était la première étape. Et la deuxième étape, c'est comment j'industrialise mieux, comment j'embarque ces processus-là dans le processus de maintenance des usines. C'est du run, ça doit être de la routine. On s'aperçoit que patcher un système, c'est compliqué et à raison, les équipes locales sur les sites n'ont pas confiance, se disent tiens, je n'ai pas l'habitude de toucher mon système, je pense que si je vais le toucher, si je vais appliquer des correctifs, etc., potentiellement, mon application, mon système industriel ne va plus fonctionner. Donc c'est aussi là, il y a un travail à faire en termes de confiance, c'est-à-dire que plus vous le faites, plus les équipes sont rodées pour le faire, ont l'habitude éventuellement de gérer des incidents, parce qu'il y en a, il ne faut pas se leurrer, mais entre je fais rien en me disant il va rien se passer parce que je touche à rien, versus évidemment j'ai rien fait, j'ai pas appliqué mes patchs et potentiellement je peux avoir une attaque qui se déploie sur mes systèmes. Bon, à un moment donné, il faut trouver le bon équilibre. Donc ce que je veux dire, c'est que cette confiance-là, elle s'instaure, plus on le fait et plus on l'industrialise et plus les équipes ont l'habitude, savent gérer éventuellement quand il y a des risques, il y a du rollback, on travaille dessus. Vous évoquiez le fait qu'on a la capacité dans le design des systèmes de faire en sorte qu'il y a de la résilience et finalement je vais patcher un système pendant que l'autre continue à tourner, ce qui ne m'empêche pas de produire. Voilà, tout ça, on l'adresse, j'allais dire, de manière détaillée. C'est pour ça que je dis que ça prend du temps, parce que ça veut dire que sur les systèmes les plus critiques, on va sur les sites industriels, on discute avec les équipes engineering automation et on lui dit raconte-nous comment fonctionne ton système et on va regarder ensemble comment on peut appliquer une stratégie de patch tout en garantissant la continuité d'activité, parce que ces systèmes-là, il y en a, ils tournent H24/7/7. Mais en fait, ils tournent H24/7/7. Quand on regarde dans le détail, il y a des composants du système qui peuvent s'arrêter en fonction du contexte. Donc c'est tout ça qu'on prend en compte. Ça prend du temps, ça nécessite qu'on aille dans le détail et qu'on ne s'arrête pas à mon système il est qualifié, je ne peux rien faire, je ne peux pas le toucher, et il tourne H24/7/7. Si on reste malheureusement sur ce postulat-là, on n'avance pas. Donc il faut pousser, il faut challenger, et il faut surtout aller dans le détail et travailler avec les équipes en local. Et on trouve des solutions. Moi, on est intervenu sur des sites où, quand on a voulu commencer à déployer ces processus-là de patch, premier meeting, c'était on ne peut pas patcher, pour les raisons que je vous ai évoquées. Et à la sortie, après plusieurs workshops, etc., c'est oui, on va patcher comme ça.
Merci, je partage tout à fait le fait de la nécessité d'être pragmatique et peut-être de sortir un peu de la vision application mensuelle de tous les correctifs sur toutes les machines, effectivement prioriser celles qui sont le plus exposées, profiter des arrêts de maintenance et finalement transformer ces actions que nous on considère de maintien en conditions de sécurité qui peuvent se rapprocher d'actions métiers de maintenance préventive. Je vais appliquer le patch pour éviter une attaque dans le futur. Ça ressemble fortement à, je ne sais pas, mais peut-être nettoyer une conduite pour éviter qu'elle se bouge dans le futur. Donc c'est des actions qui prennent du temps, certes, mais qui sont nécessaires pour éviter de perdre plus de temps et plus d'actions et plus d'argent dans le futur, en fait. Donc s'inscrire dans les process vraiment du site industriel. Je vois que l'heure a un peu tourné. Il y a un dernier sujet qui me tenait quand même à cœur. On est au SIDO. On a parlé de choses très classiques. Peut-être qu'on peut aborder un peu le futur du SI industriel qui va remettre en cause beaucoup de sujets, la connaissance, peut-être le patching, peut-être la segmentation. Aujourd'hui, dans les projets d'Internet des objets à destination de l'industrie, peut-être d'analyse de données dans le cloud. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui sur le terrain? Moi, j'interviens sur des missions d'audit, donc généralement, une fois que les systèmes sont déjà en place, donc je vois moins ces solutions innovantes. Est-ce que c'est des projets que vous voyez chez certains de vos clients, l'Internet des objets? Je pourrais dire la chose suivante, c'est que je vois en fait que certains vendors en solutions industrielles arrivent effectivement avec des solutions impliquant de la télémétrie basée cloud ou basée Internet, donc qui veulent remonter de l'information de leurs périphériques qui ont été vendus chez le client, type pour le moment de télémétrie, mais certains services arrivent aussi avec une gestion à distance de certains périphériques, plus des solutions de pen testing, comme vous l'aviez évoqué, et des choses du genre. Donc effectivement, oui, on voit un petit peu une évolution de ce type d'offres. Par contre, le réel futur de tout ça, je ne sais pas encore exactement où cela va mener. Les solutions que je verrais envisageables pour ce type de client passeraient peut-être par du SAC ou des solutions du genre pour impliquer un cloud d'un constructeur vers lequel on trust et avoir du firewall as a service au sein du cloud pour laisser ces périphériques ensuite disperser leur télémétrie là où elle devrait aller, si c'est la volonté du client. Donc voilà un petit peu l'horizon. D'accord. Et de votre côté, Monsieur Mancieux, il y a aussi des projets, j'imagine, de ce genre, hein, d'Internet des objets ou d'export de données qui sont en cours ou en projet en tout cas. Et du point de vue de la sécurité, comment est-ce qu'on les accompagne? Est-ce qu'il faut les prévoir dès maintenant? Est-ce qu'il faut attendre d'y voir un peu plus clair sur ce que les usines vont déployer? Alors, moi, je ne raisonne pas Internet des objets, on raisonne plutôt Digital Factory, dans lequel il y a forcément de plus en plus d'objets connectés, de capteurs. Hein, aujourd'hui, c'est surtout ça. Donc, Sanofi a une stratégie très claire dans l'accélération de la digitalisation de ces usines, avec des cas d'usage, hein, vous connaissez tous, autour d'optimisation énergétique, autour de la maintenance prédictive, etc. Aujourd'hui, on n'intervient pas d'ailleurs en termes de cas d'usage, et ça c'est aussi un message, donc là c'est de la captation de données, après du traitement et du processing qui se fait dans le cloud avec un certain nombre d'acteurs qui proposent pas mal de services. On n'implémente pas, et alors pour le coup je n'implémenterai pas aujourd'hui des cas d'usage pour lesquels on va dans cette chaîne-là, à un moment donné, agir sur la production. Ça, on n'est pas prêt, on n'est pas mature, et on va déjà maturer les cas d'usage, j'allais dire, les plus simples, c'est pas simple, mais en tout cas, sur lesquels on va faire de la data acquisition, et puis derrière, avec du processing dans le cloud. Donc, pour répondre à votre question, on est plutôt bien embarqué, ce qui est positif, et c'est pas le plus simple, mais plutôt bien embarqué dans ces initiatives-là, bien identifié. La cyber est une composante majeure, et je pense que c'est réel, puisqu'on va forcément ajouter de la connectivité au niveau des usines, et donc derrière des risques afférents. Hein, je pense qu'on en est tous conscients. Donc on est plutôt bien embarqué. Maintenant, il y a énormément de choses à faire, pour être très honnête.
Ce qu'on a fait en tout cas avec l'ensemble des acteurs industriels, ITS, enfin ce qu'on appelle ITS industriel, c'est déjà au moins de définir une architecture de data acquisition, alors qui n'est pas propre à l'IoT, hein, qui est globale, hein, parce qu'il n'y a pas que des données, elles sont pas que fournies par ce type d'objet. Hein. On a des data historians, on a des MES, etc. Enfin, on a des données qui sont un peu partout. Donc il est important déjà de standardiser l'architecture de collecte des données pour éviter le syndrome, j'ai rien contre les fournisseurs, mais chacun vient avec sa solution, avec sa boîte, pluguée sur le réseau industriel pour collecter de la donnée, la transférer dans le cloud et derrière opérer les traitements qui sont nécessaires et attendus. L'idée là, c'est plutôt de garder la maîtrise de ces données-là. Donc, on a une chaîne encore une fois, une architecture d'acquisition de données qui va dans le cloud avec un data lake qu'on a construit. Et pour le coup, les vendors, enfin les fournisseurs de services, eux, ont la capacité à aller où on leur transmet les données strictement nécessaires pour pouvoir délivrer le service. Ce qui nous garantit l'ownership, enfin ce qui fait qu'on est toujours honneur de nos données, hein, quelque part. C'est quand même essentiel. Dès lors que vous fournissez ce type, enfin vous laissez un fournisseur capter de la donnée chez vous et la traiter dans le cloud, vous en êtes plus propriétaire. Hein. Vous avez donné la possibilité à votre fournisseur de traiter, de capter cette donnée-là et de la traiter. Donc je pense que l'approche pour moi, enfin selon moi, et c'est pas la cyber qui l'a défini comme ça, mais en tout cas on l'a accompagné et on y souscrit complètement, c'est d'avoir une infrastructure que l'on maîtrise bout en bout, avec différentes couches, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, avec un data lake qui est un data lake Sanofi, et sur lequel après les vendors viennent piocher pour derrière fournir le service attendu. Donc c'est vraiment, de mon point de vue, en tout cas chez Sanofi, comme ça qu'on l'adresse, plutôt que d'avoir des initiatives. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, parce que là, c'est pareil. Hein, l'objectif et la difficulté, c'est de faire en sorte que ça va très vite. Ces infrastructures, ces architectures-là, elles ont été standardisées. Maintenant, il faut les déployer sur l'ensemble du périmètre. Ça prend un peu de temps. Il ne faut pas que ça prenne trop de temps, mais ça prend quand même un peu de temps. Et derrière, les usages, les besoins... ils avancent, enfin ils sont présents, ils avancent très très vite. Donc il ne faut pas non plus qu'on mette des années et des années à déployer ces infrastructures, parce que encore une fois, ce qui risque de se passer, c'est que les sites derrière se disent bon, moi j'ai une solution, j'ai un fournisseur qui me donne une solution clé en main, bout en bout, déployable très vite, je vais m'appuyer dessus, et donc on va avoir des bouts de solutions à chaque fois, moins bien maîtrisés. Je ne dis pas que ce n'est pas maîtrisé, je dis moins bien maîtrisé, déployés sur les sites industriels. Très bien. Donc, finalement, la clé sur ces sujets un peu d'innovation, c'est de rester à l'écoute et d'anticiper les besoins en mettant en place les briques sécurisées qui permettent ensuite, comme vous l'évoquiez, l'accès à la donnée, mais selon vos conditions et vos critères. Oui. Alors après, ça dépend ce qu'on appelle selon vos conditions et vos critères. Mais en tout cas, sans rentrer dans le détail, l'idée, c'est pas non plus que... Enfin, moi, je ne suis pas dépositaire de ces données-là. Hein. Voilà, c'est pas moi l'honneur de ces données-là. Mais par contre, il faut qu'on donne les moyens pour les sites de pouvoir mettre à disposition le plus facilement, le plus rapidement possible un certain nombre de données qui sont présentes sur le site, de manière la plus standardisée possible, la plus standardisable possible, pour que derrière, encore une fois, en fonction des cas d'usage, les fournisseurs puissent se greffer. Très bien. Et je crois comprendre aussi que sur ce sujet, comme finalement sur tous les sujets qu'on a abordés lors de cette table ronde, je pense qu'on s'accorde sur le fait que des solutions techniques pour la sécurisation du SI industriel, même si ce n'est pas forcément trivial, on les a. Et c'est les éléments qu'on évoquait lors de la préparation. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est l'humain, c'est embarquer les équipes locales, c'est faire comprendre les enjeux pour finalement avoir... l'adhésion des sites et de l'ensemble des intervenants sur les problématiques de sécurité et les solutions. Mais la cybersécurité n'est plus un sujet technique, c'est un sujet de gestion du changement et un sujet, on va dire, de prise de conscience, et donc plutôt un sujet humain.
Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments que vous souhaitiez mentionner ou un mot de la fin. On est aussi disponible si vous avez des questions. Il y a un micro qui a été installé sur la gauche dans votre sens de la salle. Si vous avez quelques questions, peut-être soit globalement sur la cybersécurité des SI industriels, soit plus précisément sur l'une des thématiques qu'on avait sélectionnées, donc la connaissance, le cloisonnement, le patching et peut-être le futur, l'industrie 4.0 et l'analytics. Si c'est le cas, n'hésitez pas. Et dans le cas contraire, je vais remercier les deux intervenants. Et puis on va peut-être rester quelques minutes dans la salle s'il y a des questions peut-être que vous souhaitez poser à titre individuel. Donc Monsieur Manciot, Monsieur Dugout, merci beaucoup pour votre participation à cette table ronde et pour les échanges qui l'ont précédé aussi, qui étaient très intéressants. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.